BX1+. Le face-à-face. Tout de suite, c'est notre débat quotidien. On va s'intéresser à la démocratie participative et on va se demander où on en est de ce concept et de son application 10 ans après l'initiative du G1000. C'était à Bruxelles, c'était à Tour et Taxis, c'était le 11 novembre 2011. Donc on est à 10 ans et quelques jours. On va discuter de tout ça avec Benoît de Rennes, qui est le directeur de la Fondation pour les générations futures et qui était un des initiateurs de ce fameux G1000, avec Rachid Madran, qui est le président du Parlement bruxellois, qui a mis en place des commissions délibératives, et avec Pépin Kennis, qui lui est député bruxellois élu sur la liste Agora, liste qui avait pour but et pour principe justement de favoriser la démocratie par tirage au sort. On leur donne la parole dans un instant. On va quand même rafraîchir la mémoire ou peut-être éclairer les plus jeunes d'entre nous qui nous regardent pour rappeler ce qu'était ce G1000, Arnaud Bruckner. Alors le G1000, c'était un sommet citoyen qui a donc eu lieu il y a 10 ans, on le disait, en novembre 2011. 704 citoyens avaient été tirés au sort et s'étaient rassemblés pour débattre de grandes thématiques qui elles-mêmes avaient été sélectionnées lors d'une consultation publique en ligne, parmi lesquelles la sécurité sociale ou l'immigration. Cet événement faisait partie d'un projet plus large, avec le même jour plusieurs dizaines d'autres sommets et un forum en ligne. Il faudra attendre quelques mois pour que les conclusions de ce G1000 soient traduites en recommandations par les 32 citoyens du G32. Il s'agit encore à ce jour de la plus grande initiative de démocratie participative dans notre pays. Et à noter que l'idée avait pris forme à l'époque face à l'impasse des élections fédérales de 2010. Alors Benoît de Rennes, quand vous regardez 10 ans après, d'abord est-ce que vous êtes fier d'avoir lancé ce G1000 et est-ce que ça a servi à quelque chose ou est-ce que c'est une belle initiative mais qui n'a pas eu beaucoup de conséquences ? Alors tout d'abord, rappelez que l'initiative du G1000 est partie de citoyens en fait, qui ont décidé de lancer cette initiative. Donc en fait, les hommes et les femmes politiques qui étaient face à nous ne nous avaient rien demandé. En cela, c'était donc une initiative, une expérimentation à une échelle absolument inusitée en Belgique, mais aussi dans le monde en fait. Et je dirais que non seulement il y a une certaine fierté d'avoir contribué à cette initiative qui, pour ce qui est de la Fondation pour les générations futures, ça faisait déjà une dizaine d'années que nous avions lancé des initiatives en interaction avec un certain nombre d'autorités publiques, de tirage au sort de citoyens sur des sujets assez complexes. Mais cette initiative citoyenne du G1000 a eu un retentissement au sein de la Belgique, mais également à l'international. Et donc, 10 ans après, on peut dire que l'impact incroyable est d'abord un impact symbolique sur le fait de dire cette initiative donnait la possibilité de dire c'est possible de le faire. Et donc, les conclusions auxquelles on était arrivé en tant qu'organisateur, c'était de dire c'est la fin de la période des tests et en quelque sorte des expérimentations. Ce qu'il faut absolument à ce stade-ci, c'est passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire l'accroche, l'ancrage dans les institutions démocratiques et politiques. Et c'était pour nous un enjeu majeur de conclusion de l'opération. Alors, on va donner la parole dans un instant à Rachid Madran et à Pépin Kennis, mais quand même, je vous pose cette question-là, Benoît de Rennes. 10 ans après, vous dites vous-même, le but du G1000, c'était d'inciter au passage à la pratique, d'inciter une forme de réappropriation du débat politique par les citoyens. Est-ce que vous avez le sentiment que les initiatives qui ont éclos après ce G1000, elles sont concluantes, suffisantes ou insuffisantes ? Alors, en tout cas, c'est passionnant de voir que les choses ont bougé. Alors, on est 10 ans plus tard, elles ont bougé, il y a un certain nombre de choses qui se sont mises en place et c'est très très chouette de voir ça, parce que ça veut dire que du côté du personnel politique, du côté des femmes et des hommes politiques et aussi des institutions, il y a vraiment la volonté d'essayer de faire évoluer les choses en intégrant les citoyens de manière plus directe dans des processus délibératifs. Je rappelle que la démocratie délibérative, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel, c'est la capacité des citoyens à interagir entre eux pour débattre alors qu'au départ, ils ne sont pas d'accord. Donc, arriver à des avis communs sur des sujets complexes, c'est aussi ça, faire société. Et le tirage au sort amène des gens qui, effectivement, au départ, ne sont pas des spécialistes ou n'ont aucun point de vue à défendre en tant que tel, à part leur quotidien. Et donc, ça,
en quelque sorte, ce concept-là, il commence à être compris vraiment par tous les acteurs de la société. Maintenant, est-ce qu'on est allé assez loin? Je dirais toujours que certainement non, mais on pourra le dire peut-être plus tard dans le débat. Il y a beaucoup de chemin à faire et peut-être que les autres participants vont pouvoir partager leurs expériences. Oui, alors Rachid Madran, Parlement bruxellois, on a mis en place des commissions délibératives. Ce sont des commissions mixtes où il y a des citoyens tirés au sort et des parlementaires. Est-ce que vous pouvez déjà dresser un premier bilan, puisque c'est une nouveauté de cette législature, et est-ce que vous pouvez nous dire si effectivement le GMIL a inspiré ou pas cette initiative du Parlement bruxellois? Tout à fait. Je pense que l'importance du GMIL, ça a été de démontrer qu'une autre démocratie est possible à côté de la démocratie représentative qui existe. Le Parlement bruxellois, on peut le dire, et je suis assez fier de présider une institution qui est pionnière. Nous sommes les pionniers en termes d'institutions parlementaires au monde. Nous sommes la première institution parlementaire à avoir intégré dans son mode de fonctionnement, dans son propre règlement, le système des commissions délibératives mixtes, le système des pétitions et de permettre à des citoyens d'être entendus. Et globalement, on a eu 3 expériences concrètes, 2 au niveau du Parlement régional bruxellois et 1 au niveau du Parlement francophone bruxellois. Et globalement, je peux dire que les résultats sont positifs parce qu'il y a eu à la fois une commission délibérative mixte qui a été initiée par les députés eux-mêmes sur la question de la 5G et une commission délibérative mixte qui a été initiée par les citoyens sur la question du sans-abrisme. Globalement, les résultats sont positifs. Je rejoins M. De Reyne, ça a permis à des gens de débattre ensemble de questions où ils n'étaient pas forcément d'accord. Je pense par exemple à la 5G, où par exemple ce sont des citoyens, malgré ce qu'on pourrait croire sur les principes de précaution, sur le fait que la 5G, on n'est pas très sûr de son développement, etc. Le résultat, ça a été que les citoyens ont proposé eux-mêmes de mettre une norme légèrement supérieure à ce qui existait parce qu'il y avait des avantages réels à utiliser la 5G. Oui, donc il y a un avantage dans la construction du débat, dans l'échange d'arguments et de la qualité peut-être de ce débat. Rachid Madran, comme une précision pour que tout le monde comprenne bien, ces commissions délibératives, elles ne légifèrent pas. C'est-à-dire que le Parlement n'a pas abandonné son rôle de législateur. Il prend l'avis des citoyens et après, 6 mois après, on fait un petit bilan. Donc c'est une forme de résolution qui est prise. Ça n'engage pas tout à fait le Parlement, on est d'accord ? C'est exact, mais en fait, les commissions font des recommandations qui sont transmises au Parlement. Elles sont dispatchées dans les différentes commissions qui relèvent du sujet qui est abordé. Et puis, les députés ont 6 mois. 6 mois après, on doit revenir vers les citoyens tirés au sort pour leur expliquer où en sont leurs recommandations. Qu'est-ce qui se passera, Rachid Madran, si ces citoyens sont déçus ? Écoutez, s'ils sont déçus, ils en tireront les conclusions en disant « vous n'avez pas été suffisamment loin », ils voteront pour d'autres formations politiques. Mais le but, il ne faut pas non plus, je pense, qu'il faut aussi avoir l'humilité de dire que la démocratie participative citoyenne est un instrument qui vient à côté de la démocratie représentative, s'ajouter à un système qui est notre système démocratique. Il n'y a pas, je pense, de système miracle ou de baguette magique. Moi, ce que je constate en tout cas, c'est que ça a permis à des gens qui n'auraient jamais franchi les portes du Parlement, qui n'auraient jamais participé à des débats politiques, d'être intégrés dans cette discussion. Et je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce système. Alors, Pépin Kennis, vous êtes un élu, député bruxellois, élu d'une liste qui était la liste Agora, qui avait pour principe donc de reposer entièrement sur cette notion de démocratie participative et de citoyens tirés au sort pour légiférer. D'abord, un petit mot sur les initiatives mises en place au Parlement bruxellois et dont Rachid Madran vient de parler. Est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens? Et est-ce que quand vous voyez ça, vous vous dites « Ah ben, on a franchi un cap ». Oui, ça va dans le bon sens, et oui, on a franchi un cap. Et je pense que c'est important de le dire, et c'est comme M. Madran le dit, c'est le premier Parlement au monde où ça se fait de manière structurelle avec des commissions mixtes. Par contre, il y a aussi un Parlement de la communauté germanophone où, justement, il y a un principe d'un conseil citoyen permanent, et puis qui peut décider d'organiser des panels citoyennes qui sont composés uniquement des citoyens, qui doivent aussi, d'ailleurs,
par après discuter avec la commission parlementaire qui traite la même question. Et donc les parlementaires doivent toujours se justifier s'ils ont, oui ou non, suivi les recommandations des citoyens. Mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'un conseil citoyen permanent tiré au sort aussi parmi les anciens participants des panels citoyens, c'est un peu complexe, mais que déterminer l'agenda politique pour ces panels, c'est devenu une tâche citoyenne. Et ça, pour moi, c'est une différence importante encore avec les commissions délibératives qu'on a à Bruxelles. Et vous l'avez évoqué aussi, effectivement, le fait que les recommandations citoyennes ne sont que des recommandations et que le vote final reviendra toujours aux députés, c'est quelque chose où j'oserais aller plus loin, parce qu'on voit très souvent encore qu'avec la politique représentative, qu'on n'arrive pas toujours à vraiment faire des choix importants pour des causes sociétales. Pensons au COP qui s'est terminé récemment avec quand même... généralement, on est déçu du résultat. Si on aurait mis ça dans les mains des citoyens, je m'imagine qu'il y aurait eu peut-être un accord, peut-être plus ambitieux et peut-être plus concret. Ouais. Voilà. Je pense que ça va dans le bon sens, mais on aura besoin d'aller un pas plus loin pour moi. Peut-être un mot sur la manière dont vous fonctionnez, Pépin Kennis, puisque donc il y a une assemblée citoyenne qui a été montée par Agora. Quand vous devez exercer votre mandat de parlementaire, souvent on observe que vous votez nul, c'est-à-dire que vous vous abstenez. C'est parce que vous n'avez pas eu le temps de retourner vers cette assemblée citoyenne ? Tout à fait. Et donc, effectivement, ce que nous faisons, c'est on organise des assemblées citoyennes tirées au sort. Donc, on fait un tirage au sort qui est assez complexe à faire comme initiative citoyenne. On rassemble des gens qui discutent. Là, ils ont discuté sur le logement le cycle précédent. Aujourd'hui, ils discutent sur l'emploi. Et moi, je défends leurs propositions. Donc, je les transforme en propositions d'ordonnance. Je les dépose. Mais autant que l'Assemblée ne s'est pas prononcée là-dessus, je ne peux pas, en leur nom, voter pour ou contre une proposition. Donc alors, je m'abstiens. Alors il y a beaucoup de choses très intéressantes qui viennent déjà d'être dites. J'aimerais avoir votre sentiment, Benoît de Rennes, par exemple sur cette notion de tempo et sur la capacité à réagir vite. L'avantage de la démocratie participative et du système politique tel qu'il existe en général, c'est qu'on a des gens qui sont payés pour prendre des décisions, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles et ça veut dire qu'ils peuvent réagir dans l'urgence. Est-ce que la démocratie participative, elle est compatible avec parfois l'urgence politique ? Et on peut prendre l'exemple du climat, mais on peut prendre l'exemple de la Covid-19, où là, l'urgence était absolue. Est-ce qu'on aurait pu gérer la Covid-19 avec un système de démocratie participative ? Est-ce que l'un doit remplacer l'autre, ou est-ce que la démocratie participative et la démocratie représentative, c'est-à-dire des gens qu'on élit, sont amenés à cohabiter ? C'est quoi le meilleur système ? Alors, j'en suis sûr qu'aujourd'hui, vu la maturité de nos systèmes, il n'y a pas de possibilité d'autre que de combiner les deux. Et je pense qu'il faut toujours plus les combiner, toujours plus les renforcer dans cette capacité, parce que travailler en délibération... Et là, je souligne que et Pépin Kennis et Rachid Madran ont fait oui de la tête, donc il y a un accord. C'est-à-dire que c'est aussi envoyer le message aux citoyens de dire travailler en délibération, c'est faire un effort de la part des citoyens de faire un chemin vers l'autre. Ça, c'est absolument fondamental. C'est aussi un chemin qui permet aux citoyens de mieux comprendre la difficulté des politiques quand ils doivent prendre des décisions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, bien sûr, il faut absolument impliquer des citoyens, même dans l'urgence. Mais pour ça, il faut avoir les structures préparées avant, prépositionner des panels de citoyens déjà tirés au sort pour des situations d'urgence. C'est comme préparer une guerre. On prépositionne des troupes à un moment donné, quand on est en guerre. Mais le cas de la Covid ou du climat, quelque part, c'est vraiment guerrier de parler de guerre, mais en fait, on est face à des défis colossaux qui étaient inconnus auparavant. Prépositionner des panels de citoyens tirés au sort pour qu'ils puissent réagir très vite à des sujets complexes, très complexes, mais qu'ils donnent un regard citoyen sur des enjeux qui nous concernent tous. Eh bien, Marius Gilbert en a parlé dès le début de la crise de la Covid. Il a dit « nous devrions mettre en place des panels de citoyens ». Non pas pour gérer la crise, mais pour regarder la crise différemment et pouvoir donner de l'impulsion ou en tout cas des orientations qui permettent aux politiques
dans l'ensemble des outils dont ils ont besoin en situation de crise, de pouvoir avoir plus en main. Ça, c'est une évidence. Alors, je voudrais aller chez Rachid Madran pour rebondir sur cette idée-là. Pépin Kennis citait l'exemple des germanophones qui avaient une assemblée citoyenne permanente. Est-ce que c'est une piste qu'on peut suivre à Bruxelles, avoir cette réserve citoyenne permanente? Et je sais qu'au Parlement francophone, donc au Parlement de la COCOF, on a aussi évoqué cette idée d'avoir, en cas de gestion de crise, d'avoir une réserve citoyenne qui serait disponible. On peut suivre l'idée ou pas, Rachid Madran? Je suis pas contre, je pense que c'est une excellente proposition. En même temps, il faut donner la possibilité à un maximum de citoyens de pouvoir participer. Donc il ne faudrait pas à un moment donné professionnaliser de nouveau les citoyens et en faire des espèces de députés bis qui viendraient compléter des députés qui seraient par ailleurs, ne l'oublions quand même pas, élus et donc légitimes. Mais je pense que c'est une idée, d'ailleurs ça a été évoqué lors des dernières commissions délibératives, notamment sur la question de la Covid, où en effet de dire on pourrait avoir un panel de citoyens qu'on pourrait mobiliser en cas d'urgence. La fréquence, on peut y réfléchir, ça peut être tous les ans, ça peut être tous les 2 ans, à voir. Mais en tout cas, ce qui est nécessaire, je rejoins vraiment ce qui a été dit par mes 2 collègues, c'est que il faut impérativement aujourd'hui qu'on régénère, qu'on réenchante notre démocratie. Je le vois tous les jours autour de moi, il y a un désenchantement et pour ramener les citoyens à la politique, et je le dis toujours, la politique c'est quelque chose de noble, il faut qu'on développe des nouveaux instruments qui permettent aux gens de se réintéresser, de se réapproprier la chose publique. Je pense que c'est une nécessité. Alors il y a ces expériences dont on vient de parler à Bruxelles, c'est pas le seul niveau de pouvoir, le niveau régional qui est concerné par cette réflexion, Alain Bruckner. Non, après le premier né de cette génération, les commissions délibératives du Parlement bruxellois dont on a parlé, l'idée a fait des petits à d'autres niveaux de pouvoir du pays, dans plusieurs parlements germanophones, on en a parlé, Wallon, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le fédéral. Il y a une volonté d'élargir la participation citoyenne. En Wallonie, il y a notamment un panel citoyen sur le climat qui s'est tenu avec sa première réunion en avril dernier avec 75 citoyens. Et il y a quelques semaines, fin octobre, c'est aussi tenu dans l'hémicycle fédéral, cette fois, un rassemblement de 50 citoyens belges pour se pencher sur l'avenir de l'Europe dans le cadre du chantier européen de démocratie participative, la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui réunit finalement 800 citoyens à travers les 27 États de l'Union. Voilà, il n'est pas exclu aussi qu'il y ait une forme de consultation quand on va réfléchir à la prochaine réforme de l'État. En tout cas, c'est ce qu'on annonce. Je voudrais vous poser cette question-là aux uns et aux autres sur l'avantage de ces citoyens tirés au sort par rapport aux élus, aux députés ou même aux ministres qui sont des professionnels de la politique. C'est la question à la fois de l'information et à la fois du lobbying. La question de l'information, est-ce que les citoyens peuvent rapidement avoir les connaissances, la conscience des tenants et des aboutissants de débats qui sont particulièrement complexes? On le voit dans la Covid-19, mais un débat politique, parfois, c'est très compliqué. Il faut avoir une vue d'ensemble de tous les intérêts, de tous les inconvénients des différentes parties. Première question. Et seconde question, qui va dans l'autre sens, quand on est un citoyen tiré au sort, on n'a évidemment jamais été approché par un lobbyiste. Ça veut dire qu'on peut être parfois totalement insensible à la problématique des entreprises, par exemple. Si on parle du climat, je peux tout à fait ne pas me soucier des impacts économiques, ou à l'inverse, si on parle de la Covid-19, je peux tout à fait décider qu'on va imposer la vaccination au personnel soignant, parce que moi, ça ne m'intéresse pas de savoir si le personnel soignant est pour ou contre. Et voilà. Comment est-ce que vous réagissez avec ces 2 affirmations, un peu caricaturales, mais c'est pour donner des exemples concrets? Pépin Kennis. Si on regarde les expériences, et il y en a très nombreux des exemples de la démocratie délibérative, comme a dit M. Deren, on voit qu'effectivement, cette information, les gens qui participent en ont besoin. Mais si on leur donne cette information, ils sont capables tout à fait de traiter cette information, discuter entre eux et de trouver des solutions dans l'intérêt général. Ouais. Est-ce que ça ne veut pas dire que, Pépin Kennis, ça ne veut pas dire que ceux qui donnent l'information, ils ont un devoir moral de neutralité et de ne pas manipuler l'assemblée à laquelle ils ont affaire? Parce que ça, c'est un danger quand même. C'est tout à fait important, oui. Et je pense que dans l'organisation de tels dispositifs, c'est important d'offrir une variété d'informations. Je ne pense pas qu'il y ait de l'information forcément, ou des experts, disons, forcément neutres, mais
c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue, d'ailleurs, tout comme les citoyens qui sont issus aussi de différents milieux sociaux et tout ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on en a besoin pour, par exemple, gérer des crises mieux. Et c'était aussi bien Maryse Gilbert que Céline Niveneuse qui le disaient lors de l'anniversaire du G1000 il y a une semaine presque. Effectivement, les décisions qui ont été prises sans consulter assez les citoyens. Et donc, ont été prises par un profil tel qu'on la voit ici, tous des hommes qui ont un certain âge, qui ont certains privilèges, qui ont une maison. Le mâle blanc de plus de 50 ans qui a des responsabilités, c'est-à-dire moi, pour caricaturer. Non, mais je pense que c'est important de considérer ça aussi comme une source d'information, le vécu des gens et la différence des gens, et trop souvent on n'en tient pas compte. Et donc, est-ce que alors ça le soumet à un lobbying? Potentiellement un peu, mais je pense que la rotation c'est important aussi, et donc les mandats pour des procédures ou processus de participation citoyenne de démocratie délibérative sont typiquement pas très longs. Et donc, pour un lobbyiste, il serait beaucoup plus intéressant d'établir un bon lien avec un député ou un ministre que d'aller devoir le refaire à chaque fois avec chaque nouveau citoyen qui est tiré au sort pour quelques mois ou pour un an. Ça demande beaucoup d'énergie et ça ne rapporte très peu. Et donc, pour moi, le lobbying, il y a un vrai risque et il faut tout à fait sensibiliser les participants à ça à un moment donné. Mais voilà, pour les lobbyistes même, je pense que l'intérêt est moins grand que pour aller faire de lobbying auprès des députés ou des ministres. Benoît de Rennes, moins de sensibilité au lobbying du côté des citoyens tirés au sort par rapport aux hommes politiques bien installés et vers lesquels les lobbyistes viennent souvent. Et lobbyiste, c'est pas forcément un grand mot, ça peut être les syndicats, ça peut être les entreprises, ça peut être le secteur hospitalier par exemple, qui font de l'information et des pressions auprès des élus. C'est leur rôle. Peut-être moins de lobbying, mais est-ce qu'il y a la compétence et la compréhension toujours nécessaires. Je reprends mon exemple de la crise de la Covid-19, où il faut gérer à la fois des aspects de santé publique, à la fois des conséquences économiques, des conséquences psychosociales, etc. Est-ce que tous les citoyens peuvent, d'un claquement de doigts, comprendre la complexité de ces enjeux-là ? Mais j'aime bien l'idée, il ne s'agit évidemment pas de demander aux citoyens d'un claquement de doigts qu'ils répondent. En fait, on s'en fout de la vie individuelle et immédiate d'une personne. Un micro-trottoir, ça n'est pas utile, c'est utile pour personne. Par contre, de mettre les gens en situation d'interagir avec des avis complètement divergents devant soi, plus des collègues qui sont obligés avec soi d'arriver à un avis convergent alors qu'ils ne sont pas d'accord, ça c'est créer de la complexité, mais gérer de la complexité. Et donc je pense que ce processus d'apprentissage pour les citoyens de la complexité et des solutions que l'on doit prendre ensemble pour vivre ensemble, ça c'est absolument capital. Maintenant, je voulais rajouter un petit élément, c'est que les citoyens, en fait, malgré tout ce qu'on va mettre en place, et ça c'est malheureusement, c'est mon point de vue après 20 ans de travail dans ce domaine, c'est on continue à perdre les combats de la démocratie. C'est-à-dire qu'avec le temps qui passe, on perd des gens au fil du temps. Et donc, ma vision, notre vision à très long terme, c'est de dire d'ici 20 ou 25 ans, il faudrait viser une démocratie beaucoup plus directe qui intègre la délibération et qui intègre le parlementarisme représentatif, c'est-à-dire qui crée une sorte de triangle magique, positif. Pourquoi est-ce que je parle de démocratie directe? C'est parce qu'en fait, la seule démocratie aujourd'hui qui ne perd pas la confiance de ses citoyens, c'est la Suisse. Et on a beau tourner autour du pot, tous les autres pays, l'Allemagne, la France, la Belgique, quel que soit le modèle particratique ou pas, on perd la confiance des citoyens année après année. Le seul modèle qui est stable dans sa confiance des citoyens dans leur modèle, c'est la Suisse. Et donc, tout homme politique et toute femme politique aujourd'hui devrait se poser la question à 20-25 ans de perspective, de dire comment faire pour garder la confiance de nos citoyens. Outre d'essayer de trouver toute une série de mécanismes qui améliorent la situation, est-ce que ce ne serait pas de renverser la logique? Mais évidemment, pour le faire, il faut démarrer au niveau local, commencer par les communes, parce qu'on ne peut pas expérimenter les choses au niveau fédéral ou régional de manière abrupte et brutale. On l'a vu, le Brexit est l'antithèse même de la démocratie directe, l'antithèse absolue. Absolue. Alors, Rachid Madran, est-ce que vous êtes prêt à aller vers le système helvétique, le système suisse, alors qui est très décentralisé, dont on a tous en image les grandes votations à échelle nationale, mais il y a aussi des systèmes très décentralisés. C'est ça l'avenir de la démocratie bruxelloise et belge ?
Il est aussi très complexe. Je rappelle qu'ils ont une vingtaine de ministres de l'enseignement, etc. Le modèle n'est pas plus simple que le nôtre. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Vous savez, c'est Churchill qui disait la démocratie représentative est peut-être le pire des systèmes et c'est le seul qui fonctionne pour le moment de manière démocratique. Moi, simplement, ce que je veux dire, c'est que des citoyens qui sont encadrés par des experts qui donnent des points de vue dans une certaine transparence, je pense que les citoyens sont à même de se forger une opinion et de prendre une décision. Le processus est quelque chose d'important. En même temps, Madrane, moi, ce qui m'intéresse... Attendez, Rachel Madrane, je me permets de vous challenger. Comment ça se fait que cette idée majeure, qui est mise en avant, notamment par Benoît de Rennes, qui est l'idée que la richesse ou la beauté du système, c'est la co-construction de la décision et la capacité à s'entendre, à avoir des arguments et à construire ensemble un consensus, comment ça se fait qu'on peut compter sur des citoyens tirés au sort pour le faire et pas sur des parlementaires ? Je ne pense pas qu'il y ait incompatibilité. Les députés sont à même et sont prêts à avancer sur ces questions. On l'a démontré au Parlement. Je vous dis, j'ai reçu la télévision coréenne il n'y a pas très longtemps qui sont venus faire un reportage sur nos commissions délibératives. On reçoit des coups de téléphone, j'ai envie de dire, à peu près du monde entier pour s'intéresser à notre modèle. Moi, je n'ai pas d'objection à avancer vers ça. Simplement, ce que je dis, pourquoi on fait tout ça ? C'est pour améliorer le quotidien des gens, c'est que leur vie s'améliore, c'est que l'État-providence puisse être aux côtés des gens quand ils ont des difficultés. On fait de la politique pour améliorer la vie au quotidien de nos concitoyens. C'est pour ça qu'on fait de la politique. Et donc, quel est le meilleur modèle qui permet d'arriver à cela ? C'est ça qu'on essaye de faire. Mais moi, je ne veux pas non plus ranger au placard la démocratie représentative telle qu'elle existe aujourd'hui. Parce que je constate que notre Parlement, par exemple, a une moyenne d'âge de 44 ans. On est le Parlement le plus jeune. On a quasi la parité homme-femme. On a des élus qui ont été élus pour la première fois. Donc il y a eu un véritable renouvellement. Et moi, je ne veux pas qu'on laisse croire qu'aujourd'hui, le politique est complètement désavoué et qu'il n'a plus son rôle à jouer dans la société. Plus que jamais, on a besoin d'hommes et de femmes politiques. Et la pire des choses, ce serait aujourd'hui qu'il n'y ait pas de renouvellement dans la classe politique. Et moi, c'est ça que je souhaite aussi. Et si on peut, à travers ces commissions délibératives, associer les citoyens à la prise de décision, c'est une très bonne chose. Et peut-être que demain, et on a des expériences avec les parlements jeunesse, etc., peut-être que demain, des jeunes qui s'intéressent à la politique sont peut-être les hommes politiques et les femmes politiques de demain. Et donc, je pense qu'il faut un équilibre et je pense que l'un alimente l'autre et l'un vient en complément de l'autre. Moi, c'est en tout cas le modèle que je préconise. Une dernière question pour Pépin Kennis. Est-ce que Agora représentera une liste aux prochaines élections régionales ou maintenant que les commissions délibératives sont installées, ça n'a plus lieu d'être et vous allez peut-être faire de la politique autrement ou attendre le prochain tirage au sort ? Écoutez, pour nous, notre finalité, c'est d'avoir un dispositif permanent où les citoyens ont vraiment un impact sur les décisions politiques qui, effectivement, concernent leur quotidien. Et donc, pour moi, aujourd'hui, on n'est pas assez loin pour pouvoir dire, OK, on y est là. Et donc, je pense qu'il faut aller plus loin. Est-ce que pour cela, Agora devrait se représenter aux élections ? Ça, on verra. C'est en fonction aussi de dans quelle mesure les partis classiques vont avancer dans ce sens. Quel type de dispositif il va être installé au niveau fédéral, au niveau régional, etc. Donc, c'est un peu tôt pour le dire, mais pour l'instant, les commissions délibératives, même si c'est un très bon pas dans la bonne direction, pour nous, ce n'est pas suffisant pour avoir une vraie démocratie délibérative. Bon, voilà pour la conclusion, sans doute provisoire. Merci à tous les trois pour ce débat très intéressant et donc sur la notion de démocratie participative, représentative, délibérative. Il y avait Benoît de Rennes, directeur de la Fondation pour les générations futures et initiateur il y a 10 ans, un des initiateurs il y a 10 ans du Gémil, Pépin Kennis pour la liste Agora et Rachid Madrane, président du Parlement régional bruxellois qui a donc mis en place et fait fonctionner déjà un certain nombre de commissions délibératives. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.